Chers amis, cette fois, c'est avec une véritable inquiétude que je prends la parole. À l'heure où j'enregistre ces quelques mots, nous avons réuni les 2/3 du budget de TV Liberté. En d'autres termes, il nous manque beaucoup. Bien sûr, je sais les difficultés que de plus en plus d'entre nous rencontrent à cause de la gestion calamiteuse de notre pays. Économie, énergie, géopolitique, identité, pas un seul domaine n'aura résisté à la clique au pouvoir qui vous contraint pourtant de la financer grassement. Chaque mois, TVL enregistre plus de 6 millions de vues. Notre chaîne regroupe désormais plus de 1 100 000 abonnés. Des abonnements gratuits. Gratuits car c'est l'essence même de TVL. À TVL, nous pensons que tout le monde a le droit d'accéder à une information libre et honnête. Tout le monde, y compris ceux qui n'auraient pas les moyens de payer pour s'extraire de la propagande d'État. C'est notre modèle. Peut-être, c'est vrai, que c'est aussi notre idéal, car cette logique repose sur le principe de responsabilité. Celui qui vous pousse à ne pas rester un simple spectateur, mais à devenir un véritable acteur de l'information à nos côtés, en envoyant votre don à TV Liberté. À TVL, nous n'imposons pas parce que nous croyons en vous, parce que nous croyons en ces liens que nous avons tissés au fil des 10 dernières années, parce que nous pensons que notre aventure ensemble doit continuer. Il y a tant de défis à relever. Alors je sais que si aujourd'hui, je vous dis que je suis inquiète pour notre avenir, que j'ai besoin de vous pour continuer notre mission, vous serez au rendez-vous. Et je sais que je ne me trompe pas. Bonne fête de fin d'année à tous. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous vous proposons ce matin un livre d'art, un livre de peinture, de dessin, les dessins de Guillaume Lebaube. Bonjour Guillaume. Bonjour Anne. Votre livre est une promenade dans Senlis, pinceaux et crayons en main. C'est un très joli livre. Il faut dire que la ville se prête à... On a envie de vous demander d'aller après faire la même chose à Laon, oui. À Dole, bien sûr, Troyes, enfin toutes nos très belles villes. Ça serait une très belle collection, mais ça vous éloignerait bien sûr de votre... j'ai d'autres projets, peut-être. Vous avez d'autres projets. Oui. Ce sera peut-être pas le dernier. D'autres projets de ville? Oui, peut-être. Ah. Oui. Et... Parce que, en fait, comme c'est une illustration j'ai beaucoup de peintures que j'ai faites dans certains lieux, et peut-être que... Vous pouvez les réunir. Voilà, donc il y aura peut-être La Baule, parce que... La Baule. Voilà, La Baule, parce que nous avons une maison familiale depuis la création de La Baule, donc depuis des décennies, j'ai peint la mer. Ça va faire un très beau livre, oui. Peut-être, dans le même esprit. Oui. Et puis peut-être Paris aussi, mais alors pas tout Paris, mais peut-être certains quartiers ou autour du Luxembourg ou de Notre-Dame peut-être. Je sais pas. Bien. J'ai réfléchi. Bien, mais ça c'est une très très bonne nouvelle. Alors, nous allons évoquer Senlis. Et votre dédicace est très jolie, l'exergue est très joli, en mémoire de ce moment où deux amoureux, à la recherche d'un nid, furent saisis par la beauté de la façade de la cathédrale de Senlis. Un jour de printemps, où l'humble giroflée côtoyait la délicate fleur de pierre d'une sculpture gothique. C'est si beau qu'on a l'impression que ce n'est pas vrai, mais si. Vous êtes venu avec votre fiancé. Ah oui, absolument. Et vous avez décidé... Voilà, nous cherchions le nid fondateur. Oui. Et nous avions une vieille Diane qu'on nous avait vendue à ma femme 1 euro. Non, 1 franc, pardon. Oui, 1 franc, oui. Voilà, à l'époque, en 1983, non, même avant d'ailleurs. Et elle m'a montré Senlis qu'elle connaissait, que je ne connaissais pas. Et effectivement, il y a un
rayons de soleil, et cette super, façade extraordinaire qui est vraiment contemporaine de la basilique Saint-Denis pratiquement. Et je me souviens très bien des giroflées, effectivement, donc c'était au printemps. Ah oui, non, c'est... Et d'ailleurs... j'ai eu un choc. Voilà. D'ailleurs, l'abbé qui a fait construire la cathédrale était un ami de l'abbé Sugère qui a fait construire Saint-Denis. C'est ça. Effectivement, il y a eu de grands évêques à Senlis, et l'abbé Pierre, enfin l'évêque Pierre, était un proche de Sugère. Si bien qu'il l'a assisté sur son lit de mort, et il est mort quelques mois après. Alors, cette promenade, d'abord le format à l'italienne. Voilà, à l'italienne, un peu comme un carnet à dessin. C'est comme un carnet à dessin. De voyage. Et propice à tous vos dessins. Mais à côté du dessin, alors, il n'y a pas que des dessins. Il y a des pastels, des aquarelles, des peintures à la détrempe, crayons graphite et acrylique sur papier. Et des peintures à l'huile. Et des peintures à l'huile. Je ne sais pas ce que c'est que les peintures à la détrempe. La détrempe, c'est tout ce qui est à l'eau. Donc, ça peut être des mélanges d'aquarelle et de gouache. Parce que la différence est essentiellement dans la transparence. Mais à la limite, l'acrylique, on pourrait appeler ça une peinture à la détrempe. Donc, c'est un terme ancien. Un terme très ancien. Ancien, mais qui est pratique dans la mesure où, quand on peut mélanger certains médiums, eh bien, le terme le définit proprement. Et alors, le pastel, rappelez ce que c'est que le pastel. Alors, le pastel, en fait, toutes les peintures, on part de pigments, et ces pigments, en fonction du liant, c'est-à-dire qui fait office de colle, ça peut devenir soit de l'aquarelle, c'est de la gomme arabique, par exemple, ou de la gouache, ou par exemple du pastel. Le pastel, c'est avec une colle très légère, ça pourrait même être du lait, par exemple. Mais ça prend la forme d'un crayon. Alors, voilà, on en fait une pâte, comme son nom l'indique. À qui on donne une forme de crayon, une forme cylindrique, comme un petit tube. Alors, il y a des pastels secs, le pastel traditionnel, et le pastel à l'huile qui comprend un peu de cire et qui, effectivement, pourrait se mélanger avec de la peinture à l'huile aussi. Ça, c'est une invention plus récente, mais assez intéressante aussi, qui génère des couleurs très vives. Alors, vous avez une manière votre style de peinture est tout à fait étonnant parce qu'il est d'une certaine façon hyper réaliste en employant une expression très contemporaine. Mais vous n'êtes pas de l'école américaine des hyper-réalistes. Non, parce que c'est vraiment une photo qui est reproduite. C'est une photo, absolument. Mais c'est donc la ville de Senlis, ses chapelles, ses abbayes, ses couvents, ses châteaux, ses petites maisons de village, les remparts. Et c'est illustré, on a l'impression que, on est devant des tableaux, mais il y a une poésie extraordinaire, ne serait-ce que la couverture, avec cette bande dorée de blé en premier plan, derrière ce vert qui est presque de la... on a envie de dire de la ouate, c'est une espèce de sfumato, une sorte de sfumato. Un petit peu, enfin alors il y a beaucoup de peintures qui sont que j'ai faites d'après nature, en plantant mon chevalet dehors. Vous êtes un peintre d'extérieur aussi. Depuis, j'ai planté mon chevalet pour la première fois dehors à l'âge de 16 ans, et je n'ai jamais cessé depuis de revenir à la nature, et puis de temps en temps c'est retravaillé en atelier. Pour certaines peintures, ça dépend, d'autres ont été faites directement d'après nature sans y toucher. Et certaines aussi d'après photo. Donc en fait, je pense qu'il faut très bien connaître la nature, revenir sans arrêt sur la nature pour travailler d'après photo. Justement, vous parliez de l'hyperréalisme, c'est vraiment le fait de reprendre une photo dans tous ses détails, et même parfois, ce qui est dommage, dans la couleur de ces ombres qui sont souvent en photo, c'est souvent des noirs, alors que l'ombre peut avoir une couleur. Bien sûr. Et donc, lorsqu'on a l'habitude de travailler d'après la nature, lorsqu'on en vient parfois à utiliser la photo comme support, ou on ne tombe pas dans ce genre de travers, parce qu'on connaît
la réalité. Il y a deux autres exemples. Senlis vu d'un champ de colza, qui est une gouache avec un triangle de ce champ de colza. Ouais, de jaune. D'abord le vert, le jaune, et puis derrière la ville de Senlis, avec une précision. On a l'impression que la troisième partie du tableau est tirée d'un tableau des écoles du Nord. Ah oui. Alors c'est vrai qu'il y a par exemple l'architecture gothique est merveilleusement décrite par Van Eyck, par exemple. On voit vos tableaux, on verrait vos tableaux dans les arrière-plans de certains tableaux. Oui, tout à fait. Alors il y a aussi cette flèche de la cathédrale qui est exceptionnelle et qui se voit vraiment à 20 km à la ronde parfois, parce que même quand on prend l'autoroute du Nord et qu'on arrive à peu près à 25 km de Senlis, on voit au loin, quand il y a un rayon de soleil, on voit la flèche. Alors ça fait que c'est comme un phare finalement spirituel qui vient signaler la splendeur de la religion chrétienne et qui guide le voyageur. Et cette flèche est vraiment très présente dans la campagne environnante. Mais bon, toutes les flèches sont... Oui. À chaque fois que je fais un voyage en train, que je mets mon nez à la fenêtre, on voit une flèche. Oui. Mais alors, celle-là, je trouve que c'est un chef-d'œuvre architectural. Et elle est d'ailleurs représentée au musée des monuments français. Oui, au Trocadéro. Au Trocadéro. Oui. Et elle est vraiment exceptionnelle parce qu'il y a une légèreté, un élan, une finesse. Elle a été construite juste avant le règne de Saint-Louis, donc sous Louis VIII. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en a qu'une comme à Saint-Denis. Oui, il n'y en a qu'une comme à Saint-Denis, oui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette flèche, alors ? Il faut que je retrouve la page. Alors, ça, on ne sait pas s'il y en avait eu d'autres prévus, mais ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est qu'elle... Elle est très aérée. Elle est très aérée et elle s'intègre parfaitement à la tour clocher qui est juste qui le sert de support, qui est plus ancienne, qui elle date des environs de 1160 à peu près, alors que cette flèche est au début du XIIIe siècle. Enfin, elle doit être 50 ans après. Je n'ai plus la date en tête exactement. Mais elle utilise parfaitement les formes elle est dans la continuité parfaite. Voilà, donc elle est très très bien amenée et on n'a pas l'impression qu'elle est rapportée en fait. Non, c'est quand même... Mais bon, il y a à cette époque-là un respect des architectes les uns envers les autres. Anciens, oui. Il n'est pas question d'imposer son moi à l'époque. Oui. On fait partie d'une fraternité, d'une lignée d'architectes, et les uns les autres continuent les œuvres précédentes. Ça a quand même plus de classe. Et c'est vrai que cette cathédrale, moi je ne l'ai vue que... Je ne suis jamais rentrée dedans, et je ne l'ai vue que le soir. Dans un Senlis vide, après une conférence à Senlis, la nuit. Alors le portail aussi très impressionné. Le portail est beau aussi. Le portail, donc, c'est un des premiers portails, c'est même le premier qui d'abord génère le mouvement dans l'architecture gothique, parce que les statues, vous voyez que les statues colonnes qui doivent supporter les piliers, qui se supportaient, qui avaient une fonction de support, précédemment dans leur armement, là sont indépendants et se mettent en mouvement. Donc les sculptures qui les décorent sont tout en mouvement. Et puis c'est un des premiers portails consacrés à la Vierge et au couronnement de la Vierge. Mais là c'est la Vierge qui est déjà couronnée, qui est dans le monde céleste. Il y a deux parties. Il y a je me souviens bien, le couronnement de la Vierge en haut, et puis en dessous... Alors en dessous, il y a la dormition. La dormition il y a la mort de la Vierge aussi. Alors, et la mort de la Vierge, oui. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a la mort de la Vierge, on voit l'âme qui est extirpée par des anges qui sort de la bouche. Oui, c'est ça. Ça, c'est... Bon, parce qu'il faut savoir, quand on visite une cathédrale du Moyen-Âge, il faut savoir comprendre
toute la signification de chacune des sculptures. Et il y a de quoi passer 10 minutes sur chacune d'entre elles. Donc il faut savoir lire les sculptures. Ouais. Mais vous nous donnerez des visuels, comme on dit, des photos pour que nos téléspectateurs puissent voir au cours de notre conversation ce dont nous parlons là, parce que c'est très important. Alors, parlez-nous de la ville de Senlis, qui est tout de même une ville historique exceptionnelle. Justement, donc, dans ce livre, c'est à la fois un parcours, une sorte de petit guide, mais c'est aussi un parcours à travers l'histoire, parce que l'histoire de la ville se confond bien souvent avec l'histoire de France, parce que il y a déjà une fondation à l'époque de l'empereur Claude. On pense que la ville a été fondée sous l'empereur Claude, comme une étape vers la Bretagne, enfin, vers l'actuelle Angleterre. Et les limites de l'Empire. C'est ça. Et donc on a trouvé un socle d'une statue dédiée à l'empereur Claude. Donc il y a tout des vestiges antiques, romains. Et il y a, pour dire à quel point l'histoire de France est très souvent faite à Senlis, c'est qu'il y a un palais un ancien palais romain, enfin à l'endroit du forum, c'était le palais du prétoire, du gouverneur en fait, et qui est devenu après le palais des rois de France, dans lesquels, tant à l'époque mérovingienne, il était plus ou moins abandonné par les rois de France à partir d'Henri II, donc au XVIe siècle. Et donc ce palais se protège des murs encore de l'enceinte gallo-romaine, qui est une des mieux préservées de France. Il y a aussi un amphithéâtre, des arènes, si on veut, qui sont très bien conservées. Et qu'est-ce qu'on y faisait dans ces arènes ? Alors, il y a ces arènes, il y avait des jeux, des jeux avec toute la cruauté du monde antique. Les jeux romains. Les jeux romains. Oui. Et puis, au moment des invasions de la fin du IIe siècle et du IIIe siècle, étaient transformés en fortins habités, donc en fortification en fait, pendant que la ville se construisait un rempart en toute hâte pour se protéger parce que finalement ces invasions ont surpris les villes romaines étaient ouvertes et ça a été extrêmement soudain et brutal. Et on voit dans les fondations du rempart, à certains endroits qu'on a fouillés, au musée archéologique, au musée d'histoire et d'art de Senlis, on peut voir les fondations du rempart. On voit des colonnes de temples, des tambours qui ont été mis de temples détruits, qui ont été mis, et des statues aussi cassées, qui ont été mises en toute hâte pour construire cette enceinte qui a néanmoins été très efficace, puisqu'elle est restée efficace et utilisée jusqu'à pratiquement la deuxième enceinte construite sous Philippe Auguste, donc au XIIIe siècle. Et elle a repoussé les assauts des Normands au IXe siècle, donc elle est restée très effective. Et ce palais, dans lequel beaucoup de décisions ont dû se prendre, se sont prises effectivement pour la France, et était protégé par ce rempart. Il y a, Charlemagne est descendu, Charles le Chauve beaucoup aussi. Et puis il faut parler de Anne de Kiev. Anne de Kiev, qui a fondé une abbaye, oui. Qui est donc la fille d'un empereur russe. Oui, c'est ça, du grand-duc de Russie, je crois. Russie, oui. Et qui épouse Henri Ier. Oui. Et il y a un très joli petit livre mis de TV Liberté à lire, c'est l'histoire d'Anne de Kiev, son départ de Russie, puisque c'est la Russie, Kiev est la première capitale de la Russie, et son départ qu'elle repoussait beaucoup, parce que des ambassadeurs sont venus demander sa main à ses parents, mais la jeune fille est d'abord très jeune, et ensuite elle sait qu'elle ne reverra pas ses parents, et elle est très proche de sa mère, et donc elle sait que sa mère est malade, donc elle va attendre la mort de sa mère pour partir. Et alors, ce petit livre a été écrit par Morissette Vialandru aux éditions Saint-Jude. Et alors, elle raconte les cadeaux qu'a apporté l'ambassadeur de France et ce qu'elle elle-même apporte à la cour de France. Et c'est d'une vivacité, c'est un petit livre merveilleux. Alors justement, elle a fondé une abbaye à partir d'un sanctuaire qui existait déjà, consacré à Saint-Vincent.
l'abbaye Saint-Vincent à Senlis, qui est encore très bien conservé. Parce qu'elle a servi, comme beaucoup de bâtiments que la Révolution a épargnés, c'était pour en faire des prisons ou des casernes. Oui. Donc là, ça a été le cas. Et qui maintenant a un lycée. Et qui maintenant a un lycée depuis les années, je crois, 1830 à peu près. Donc, donc ça, c'est quand même inouï. Presque 200 ans. Où un poète est venu et a dit, c'est là que j'ai appris, c'est là que l'on m'a appris le beau et le bien. C'est ça, tout ce qui est beau, tout ce qui est... Oui. José Maria d'Heredia, qui était un grand poète quand même. Et puis l'abbé Breuil aussi, qui est préhistorien. On apprend beaucoup de choses dans votre livre, et ça, c'est un grand plaisir. Alors, il y a des façades 18e extraordinaires, 17e et 18e fabuleuses. Alors ça, c'est l'hôpital. Alors, c'est très intéressant, ça, c'est l'hôpital de la Charité. Oui, la Charité Saint-Denis. La Charité Saint-Denis, alors qui est un hôpital qui a en fait, c'est les frères Saint-Jean-de-Dieu. Donc, c'est les premiers hôpitaux psychiatriques. Ah oui. Donc, ça a été Saint-Jean-de-Dieu a vécu au XVIe siècle en Espagne. Et c'est lui qui est le fondateur des hôpitaux psychiatriques. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un soin qui est apporté aux malades, qui était classé en 3 catégories. Donc, il y avait selon la gravité des cas. Et donc, ils pouvaient soit sortir librement, ou alors, quand c'était vraiment des gens dangereux, il y avait... mais néanmoins, quel qu'il soit, il y avait toujours un grand espace qui leur était réservé, beaucoup de lumière et des soins comme l'hygiène, par exemple, qui étaient très soignés. C'est-à-dire qu'on leur changeait les draps une fois par semaine, le linge tous les jours. Et on misait beaucoup sur la propreté. Et surtout, ce qui est très intéressant, ce qu'on ne dit pas, c'est que l'inventeur de la psychothérapie, c'est les hôpitaux Saint-Jean-de-Dieu, puisqu'on soignait par la parole. Donc il y avait à la fois des soins, des exercices spirituels, puisque c'était religieux, comme tous les hôpitaux de l'Ancien Régime. Qui ont en effet un effet psychique. Bien sûr, oui, ça donne un sens à la vie. Et par ailleurs, donc, ce qui est bien souvent la cause de certains mâles, de ne pas trouver de sens aux choses. Mais par ailleurs, un soin apporté par la parole avec une écoute attentive. Donc c'est vraiment, on parle de Freud comme étant l'inventeur de la psychothérapie, enfin de la psychanalyse. Bon, effectivement, il a théorisé un certain nombre de choses. Les frères Saint-Jean-de-Dieu étaient... Et alors, il y avait de grands résultats grâce à ça, justement. Et il y en avait un autre à Paris, et celui de Senlis avait une meilleure réputation, était considéré comme d'abord très bien géré, et d'une très grande propreté. Voilà, d'après les archives, on a tous les comptes, et on sait quand étaient changés les linges, etc. Et alors, c'est là que la ville de Senlis avait mis toutes ses archives juridiques. Oui, alors il y a... Et elles ont brûlé en 1914. Comme tous les bâtiments hospitaliers qui étaient tenus par des ordres religieux sous l'Ancien Régime, et qui étaient d'ailleurs dont les soins étaient gratuits, ont été supprimés à la Révolution. Oui. Merci donc, ça la Révolution. Là-dessus, oui, il n'y a pas que là-dessus aussi, mais il y a eu beaucoup de misère et beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans la rue, et d'enfants abandonnés, etc. Je crois que notre société n'a absolument pas pris en compte tout le bien qu'a fait l'Église à la société française pendant des siècles. Oui, d'ailleurs on le voit c'est ce que je vois qu'une ville comme celle-ci sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, on voit la place énorme qu'ont eu certains évêques, et tous les oui, il y a celui qui va soigner les pestiférés. Oui, alors c'est l'évêque Sanguin. Enfin, on ne dit pas Monseigneur, parce que Monseigneur, je sais que c'est un terme qui apparaît qu'à la fin du XVIIIe siècle. Oui. Donc ça, c'est des personnalités très fortes de la Contre-Réforme. Les pestiférés étaient expulsés dehors. Voilà, alors il y a eu une épidémie de peste dans les années 1625. Et effectivement, les habitants... connaissant quand même, ne connaissaient pas quelle était la véritable cause de la contagion, mais savaient que de fréquenter des pestiférés, c'est dangereux, avaient relégué dans une sorte, ce qu'on appellera aujourd'hui un bidonville, dans des champs à l'extérieur de la ville, les malades qui vivaient dans un état de misère, dans l'humidité et autres. Et dans des baraquements, en fait. Et il était venu les soigner parce que c'était quelqu'un qui s'exposait beaucoup.
mais les malades les plus repoussants, ceux qui se sentaient mauvais, qui avaient des plaies gigantesques, il les soignait lui-même, et parfois épongeant avec son mouchoir. Au dur de ses contemporains, il vivait comme un saint. Et il est allé effectivement assister ces pestiférés et aidé d'un moine capucin. Je passe les détails, mais il a fondé le premier hôpital Enfin, il y avait des hôpitaux avant, mais l'hôpital actuel, il y avait même plusieurs hôpitaux dans Senlis dès le Moyen-Âge, dès le 12e, 13e. Plusieurs hôpitaux? Oui, plusieurs hôpitaux. C'est quand même inouï. Et dans cette région, il y a des petites villes ou des villages. Ouais. Par exemple, il y a Pont-Armé, la Chapelle-en-Serval, au fur et à mesure qu'on se rapproche de Paris, tout avait leur hôpital. Et gratuit, avec des soins. Les soins étaient totalement gratuits. On était malade, il n'y a pas à montrer une carte. En un temps où il n'y a plus d'hôpitaux. Et donc, il a fondé l'hôpital actuel de Senlis, ça a été fondé par cet évêque, que l'on retrouvait parfois allongé par terre en plein hiver, les bras en croix, la face contre terre, devant le Saint-Sacrement. C'était une de ses personnalités exceptionnelles. Mais j'aime beaucoup ce tableau sur une double page. Là, c'était alors, c'était des magnifique. bâtiments gigantesques, avec toute l'audace des constructions du XVIIe siècle. Cette côté colossal, côté un peu baroque, si on veut, dans la mesure. C'est classiciste français, mais c'est baroque dans les proportions. D'une pureté extraordinaire. Et là, les archives avaient été effectivement conservées dans le bâtiment du prieur. Avant la guerre de 14, et les Allemands y ont mis le feu, puisqu'ils ont incendié. Ils avaient l'intention de détruire entièrement la ville, comme ils l'ont fait à Louvain. De mettre le feu entièrement à toute la ville. Donc ils ont arrosé de pétrole la plupart des maisons de la rue principale. Pour que ça brûle. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont brûlé. Il y a eu, je sais plus, je le regarde dans le livre, mais plus d'une centaine de maisons de détruites. Donc il y a des bâtiments magnifiques, dont ce bâtiment du prieur. Et c'est le curé de Senlis, à l'époque, qui est arrivé à intervenir auprès de l'état-major allemand, de cesser cet incendie. Parce qu'en fait, il y a eu des combats très importants en 14. C'est presque le début de la bataille de la Marne. D'accord. Et les Allemands avaient une politique aussi de terreur, de terroriser les populations civiles pour éviter les francs-tireurs. C'était une politique d'état-major allemand. Et ils ont brûlé effectivement. Il y a une cinquantaine d'obus qui sont tombés sur la flèche de la cathédrale dont nous parlions tout à l'heure. Et alors ? Là, elle a tenu. Effectivement, il y a eu des sculptures qui ont été refaites entre les guerres. Ouais. La Providence. Je voulais dire quelque chose. Les petits chiens assis sur la façade. Oui. Vous savez comment ce terme, dans les pays du Nord, on les appelle les petites chapelles. Oui, c'est très tellement joli. Très beau, oui. Et très vrai. Oui. Très vrai. Elles ont des allures de petites chapelles, ces fenêtres. En architecture, les lucarnes, c'est une tradition française. On ne trouve pas ça tellement en Italie. On a des exemples, certains voyageurs italiens qui s'émerveillent de cet aspect particulier de l'architecture française. Mais c'est très amusant de voir que dans les pays du Nord, on les appelle petites chapelles. C'est une découverte récente, donc je la partage. C'est un petit peu la forme d'une petite chapelle. Oui, c'est ça. On pourrait y mettre un petit oratoire. Alors, ce qui est très amusant aussi, c'est qu'on découvre ce qui... Lucien Bonaparte, qui abat le beffroi de la ville pour construire son château avec les pierres. Là, lequel château, il ne reste plus pierre sur pierre à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il a été entièrement détruit. Bon, après, c'est un peu dommage aussi, mais... il y avait un beffroi qui datait de l'émancipation de la ville, de la première commune, au temps de Louis VII, donc du XIIe siècle. Et malheureusement, il a disparu. Lucien Bonaparte a fait pression sur la mairie pour récupérer les pierres pour la construction de son château, dont il ne reste plus rien. J'ai été à la recherche, je me souviens, j'avais vu des ouvriers qui travaillaient là, et je leur ai demandé est-ce qu'il reste quelque chose du château de Chamont. Il m'a dit oui, là, et il y avait 3-4 pierres qui étaient sculptées, il y avait des denticules de néoclassique en fait, mais il n'y avait plus rien.
Les armoiries de Senlis, donc c'est lys des rois de France, fleurs descendues du ciel. Voilà. C'est quand même très joli. Les armoiries originales, maintenant, ce ne sont plus les mêmes actuellement. Ah, bien sûr, ce ne serait pas laïque. Non, alors... Ah oui, alors il y a un logo, alors, ça, malheureusement, mais bon, là, les armoiries restent toujours celles qui ont... En fait, il y avait une famille des seigneurs de Senlis, qui s'appelait les Bouteillers, les Bouteillers du roi, qui est une grande famille qui était seigneur de... Donc ils avaient une fonction alors ils s'occupaient des vignobles royaux. Des vignobles, voilà. Des vignobles. Mais c'était la noblesse d'épée aussi. Oui. Et donc un des bouteilliers mort avec Saint-Louis à la croisade. Oui. Et ils avaient des armoiries qui étaient d'or, or et rouge, de gueule et d'or. Et la ville a repris en fait ces couleurs à la fin du XVIIe siècle, quand le dernier représentant de la famille est morte. Donc, ils étaient très souvent... les armoiries de la ville, il y avait ces armoiries avec la croix fleur-de-lysée, avec cette belle devise, qui est très poétique. Et aussi, elle était très souvent associée aux armoiries des bouteilliers. Donc, à la mort des derniers des bouteilliers, elle n'a pas repris les mêmes armoiries, mais les mêmes couleurs. Et puis j'ai appris que c'était là qu'habitait cette peintre Séraphine Louis. Oui. Alors quand on s'est installé avec ma femme dans cette ville, on habitait juste en face, effectivement. Là, c'est là qu'elle travaillait. Elle était toujours là ou elle était déjà morte? Non, elle est morte elle est morte, vous savez, comme beaucoup de malades mentaux pendant la guerre, pendant l'occupation, il n'y avait plus rien à manger, ni à chauffer d'ailleurs, et beaucoup de... On ne s'est pas occupé beaucoup de... C'est le cas de Camille Claudel aussi. Je crois qu'elle est morte pendant l'occupation aussi, parce qu'il n'y avait plus les hôpitaux psychiatriques, c'est pas ceux qui étaient conservés en premier. Non, puis ce n'était plus géré par des religieux. Alors, c'est vrai que... Alors, on parlait des hôpitaux Saint-Jean-de-Dieu, c'est vrai qu'il y a eu une régression après au XIXe siècle, je trouve, dans le soin des malades mentaux, puisque c'est l'époque où on faisait des recherches, on leur envoyait des charges électriques ou des... Donc, on ne s'en occupait pas comme des personnes capables d'être soignées par la parole, justement. C'est ça. Il y a eu une légère régression, indiscutablement. Dans bien des cas, mais Séraphine Louis, j'ai été voir sur Internet ses tableaux. Il y a eu un film récemment. Oui, il y a eu un film, je sais, avec Moreau. Oui, c'est ça. Mais elle avait un don de joie et les couleurs sont belles et elle avait quand même une finesse du trait pour les fleurs et les fruits. Alors ce sont des fleurs imaginaires. Ce sont des fleurs imaginaires en plus. C'est très surprenant parce que c'est un peu un univers un peu presque inquiétant surtout quand on sait la fin puisqu'il a fini à l'asile. C'est une petite femme de ménage qui a pris un crayon. Il y a un historien d'art qui s'est intéressé à elle, un Allemand qui s'appelait Hulde, je crois, et qui l'a un petit peu lancé, qui lui a permis de créer cette dynamique qui lui permettait de peindre. Et elle peignait au ripolin, qui était à l'époque une très bonne peinture, qui était faite à l'huile de lin. Et quand on voit, parce qu'il y a un certain nombre de tableaux d'elle au musée de Senlis, quand on voit ces tableaux, ça c'est bien vieilli, les couleurs sont toujours fraîches et pas craquelées. Oui, j'ai envie d'aller les voir, absolument. Et alors, on va finir cette émission en évoquant vos propos. Vous dites qu'il y a eu beaucoup de restaurations à Senlis, mais il reste des demeures, des églises et un château à restaurer. Oui, alors le château, c'est le château dont je parlais, le château royal. Oui. Effectivement... Alors là, il appartient à la mairie, donc ça serait bien qu'il soit restauré. Il y a effectivement des pièces qui sont assez exceptionnelles. D'abord, il y a des cachots, alors ça, c'est pas la partie la plus joyeuse du château, mais dans des cachots qui sont très anciens, dans lesquels d'ailleurs Charles le Chauve a emprisonné un de ses neveux qui marchait pas droit. Qui marchait pas droit. Qui voulait sa place. Oui, un petit peu, c'est ça, je crois. Et puis de la chambre, ce qu'on appelle la chambre de Charles VI,
qui aurait pu faire un séjour aussi s'il avait vécu quelques siècles après aux hôpitaux Saint-Jean-de-Dieu. Oui. Donc, alors là, c'est une très grande pièce. Et puis le cabinet de travail de Saint-Louis, la chambre de Saint-Louis, et tout ça, ça tombe pratiquement en ruine. En ruine. Alors justement... Enfin, c'est pas en tout cas, ça pourrait être valorisé. Ça pourrait être valorisé. Alors, j'ai découvert une association qui m'a beaucoup plu. Elle s'appelle Urgence Patrimoine. Elle a inventé un mot « stop au patrimonicide », ça m'a plu. Et ce sont des gens très dynamiques qui suggèrent aux villageois, aux citadins, aux campagnards, quand ils voient quelque chose qui tombe en ruine et que ça les désole, de prendre des photos, de les envoyer à cette association, donc Urgence Patrimoine, et cette association enverra des hommes et des femmes pour étudier les éléments à apporter, l'aide à apporter, et proposera des solutions qui ne sont pas forcément les solutions royales avec des architectes du patrimoine, des artisans ultra sophistiqués, mais très coûteux, qui se placent donc complètement en dehors des possibilités des petites mairies, des petites villes. Donc, j'ai voulu vous souligner ça. Ils ont des résultats. Ils ont réussi à sauver un certain nombre de maisons de village, de moulins ou d'églises. Donc c'est pas effectivement il n'y a pas l'obligation de passer par des architectes du patrimoine. Non, quand les monuments ne sont pas classés. Voilà, il y a tout un patrimoine. Mais c'est une piste d'action que j'ai trouvée belle. Je prendrai l'adresse. Voilà. Urgence Patrimoine, stop au patrimonicide. J'ai beaucoup aimé ce... Oui. C'est pour ça, c'est aussi le but de votre émission, de ce genre de livre, c'est de montrer les richesses. Vous allez vous régaler, chers amis de TV Liberté, parce que ça c'est une très jolie peinture aussi, ancienne maison, aujourd'hui disparue. Oui. Alors justement, c'est un patrimoine qui aurait pu être sauvé. Mais là, le propriétaire l'a volontairement foutu par terre d'ailleurs. Mais il faut freiner les propriétaires parce qu'ils sont quelquefois alors souvent, c'est comme je cite certains monuments qui sont en danger. Je rends hommage aussi aux belles restaurations qui ont été faites. Oui. Et dedans, il y a deux églises exceptionnelles qui sont l'église des Carmes, qui est un bâtiment en transition entre le gothique rayonnant et flamboyant, et qui est le seul église de la Charité Notre-Dame, qui est le couvent des Billettes à Paris, qui est l'autre, qui subsiste. Et qui est en ruine, parce que le toit est à ciel ouvert, etc. Et là, c'est un propriétaire privé, je crois, qui habite à l'étranger. Enfin, donc c'est difficile. Je sais pas. Enfin, je crois qu'il y a des mesures de sauvegarde d'urgence pour les monuments historiques normalement ont été faites. Et une autre église, l'église Saint-Aignan à Senlis, qui est aussi en très mauvais état, qui est aussi un bâtiment privé. Donc, alors le château dont je parlais, c'est la mairie, donc on peut avoir bon espoir que. Bon, ça sera coûteux, mais on peut se faire petit à petit. Le beau est coûteux. Mais le lait aussi. Le lait est très coûteux. Oui, le beau tient dans la durée. Donc, mais le beau donne des joies. Le plus coûteux, je pense que c'est le lait, effectivement. En tout cas, vous allez prendre un bonheur infini à feuilleter ce livre, parce que les dessins de Guillaume Le Beaume sont absolument merveilleux. Et cette alliance entre votre peinture et la ville de Senlis, c'est vraiment un très joli succès. Et nous vous remercions infiniment du bonheur que vous nous avez donné. Merci. Merci Guillaume Le Beaume. Et vous pouvez aller sur Internet. Alors on le trouve sur Internet. Il apparaît en fait il y a maintenant un organisme qui permet il apparaît sur toutes les librairies en fait, sur commande, toutes les librairies de France qui ont un site. Et après on peut le trouver à Paris au comptoir des monastères.
rue Galande. C'est ça. Voilà. Oui. Et puis dans les librairies de Senlis aussi. Les ou alors Senlis. me le commander sur Internet. Et là, vous avez votre site, c'est Guillaume Lebaube. Voilà, il y a lebaube.fr. Lebaube.fr. Et puis sinon, on me trouve sur Etsy aussi. C'est un site qui vend des objets, enfin des livres. Et sinon, vous pouvez très bien le commander à une librairie. Bien sûr. Et la maison d'édition, vous le... Alors c'est la mienne. C'est la vôtre, voilà. Bon, j'ai pas mis de nom. C'est une auto-édition. C'est une auto-édition, auto-mise en page. J'ai tout fait, les textes, les illustrations, la mise en page. Vous êtes un homme très puissant. Je voulais pas que ça passe, oui, effectivement, qu'il y ait une osmose entre le texte et l'image. Bien sûr. Et cette osmose est très, très jolie. Et bon, j'aime tout dans ce livre, y compris les dessins en gros plan de ce qu'on ne voit jamais dans les églises, parce que c'est très haut, de tous les monstres, les anges, les petits personnages sculptés que vous nous rendez très proches. Puis il y a les sculptures du portail aussi. Et puis les sculptures de portail que l'on peut peut regarder doucement, parce que quand on passe devant un portail, on passe vite, alors que là, on l'a en face de soi. Merci infiniment, c'est moi qui vous remercie, Guillaume Lebaube, de faire partager vos dons avec TV Liberté. Merci Anne. Merci, à bientôt, chers amis de TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, vous aimez les chroniques de cinéma, puisqu'il est très difficile d'avoir de bonnes critiques, des critiques qui ont finalement le même regard et la même âme que nous. Il faut les deux, je crois. Donc, je suis allée beaucoup au cinéma ces derniers temps et je voulais partager mes découvertes avec vous. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est Second Tour, avec Albert Dupontel et Cécile de France. Et c'est un délice parce que c'est une caricature des élections présidentielles et on rit de la première à la dernière image parce que tout y passe. Les valeurs républicaines, l'hypocrisie, les répétitions, les magouilles, les télécommandes dans l'arrière-plan, les petites marionnettes que l'on manipule. Enfin, c'est assez extraordinaire. Et l'histoire est belle parce que il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié, beaucoup d'humanité, parce que Dupontel met toujours beaucoup d'humanité dans ses films. Et donc, je vous conseille d'y aller. Dupontel est drôle et Cécile de France est toujours très lumineuse. On a beaucoup de chance d'avoir cet artiste. Et je vous signale d'ailleurs qu'en janvier va sortir un film qui s'appelle Bonnard, Pierre et Marthe. Et c'est la vie de couple du grand peintre Bonnard. Et c'est Martin Provost qui a déjà fait un film sur Séraphine, cette artiste toute simple, originaire de Senlis, et qui peignait des tableaux très très jolis. Et Bonnard, eh bien, c'est la vie d'artiste qui est, comme dans la bohème, pas toujours très gaie, hein, qui est la vie des modèles est toujours sinistre, sauf quand elle rencontre un grand amour dans la personne du peintre Bonnard. Mais les images sont d'une pure merveille. Le rythme est extrêmement soutenu, rapide. On ne s'appesantit pas sur les scènes. Et c'est un film beau et intelligent. Je voulais aussi vous parler du Testament. Alors ça, c'est aussi un régal de drôlerie. Il faut quand même aller au cinéma pour rire un peu, parce que la période est lourde. Alors, Le Testament, c'est Denis Arcand. C'est ce cinéaste canadien qui avait écrit Le déclin de l'Empire américain. Alors, dans Le Testament, nous sommes dans une maison, dans un EHPAD, qu'ils appellent là-bas « maison des personnes âgées ». Et c'est un monsieur d'un certain âge, extrêmement intelligent, qui continue d'ailleurs à travailler 2 jours par semaine à l'université.
qui regarde le lieu dans lequel il est. Et son regard est évidemment au scalpel. Il voit le monde moderne comme il ne va pas. Ainsi, la bibliothèque est rayée, est fermée. Et, enfin, on retire les livres de la bibliothèque et on y installe une salle de jeux vidéo. Comme si ces personnes très âgées savaient manipuler les jeux vidéo. Alors, il y a une image délicieuse. C'est une vieille dame qui prend sa souris et qui se la met à l'oreille en croyant que c'est un téléphone et qui appelle à l'aide. Et on se reconnaît tellement, en tout cas moi, je me reconnais tellement dans le refus de comprendre à quoi servent tous ces trucs. Et c'est vraiment très drôle. C'est plein d'humanité aussi, puisque cela montre que ces personnes âgées sont tout de même très vives. Certaines vivent jusqu'au dernier jour des vies intenses. Et puis, le thème principal, eh bien, c'est une fresque de la découverte du Canada par Jacques Cartier. Une fresque célèbre, on voit Jacques Cartier tout en turbané avec un beau costume et un chapeau, qui rencontre les tribus indigènes et qui sont, elles, nues. Et voilà que des jeunes gens épris de rétablissement de la vérité et désireux de combattre toutes ces anomalies du passé exigent la suppression de cette fresque qui est dans la salle de repos et de musique de cette maison. Et alors ils font du sitting jusqu'à ce qu'on mettre une couche de peinture sur cette fresque. C'est vraiment plein d'humour. Et on est assez vengé de toutes les crétineries contemporaines et on se régale. Voilà. Donc, second tour, le Testament. J'ai vu aussi le dernier Miyazaki, qui est Le garçon et le héron. Alors, je suis une fanatique de Miyazaki. J'avais énormément aimé Le vent se lève, et vous savez que c'était le début d'un vers de Paul Valéry. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Alors, il faut savoir que Miyazaki est né dans les premières années, la première année de la guerre, la dernière guerre. Je ne connais pas bien sa biographie, mais je crois qu'il a dû perdre beaucoup de gens beaucoup de gens de sa famille dans cette horreur de la guerre du Japon. Rappelons Hiroshima et Nagasaki. Ce cadeau des Américains au monde. Et ces films sont pleins de cette souffrance et et à la fois de cette volonté de survivre. Il faut tenter de vivre. Le garçon et le héron commence par une scène tragique. C'est un petit garçon qui court dans les rues parce que il sent que sa mère est en train de mourir dans un hôpital en flammes. Et tout le film, il va chercher à retrouver cette maman. Donc, c'est un sujet déjà tragique. Il ne faut pas y emmener des enfants trop jeunes parce qu'ils ne s'en remettraient pas. Et alors, à partir d'un certain moment, donc le père va déménager, quitter Tokyo, aller dans une maison au milieu de la campagne, chez sa seconde femme qui va accoucher d'un enfant, et l'enfant va pénétrer dans une sorte de maison abandonnée avec une tour, et alors commence une espèce de délire fantasmagorique. Et là, j'avoue que j'ai eu du mal à suivre. On comprend... Les images sont superbes, parce que le dessin de Miyazaki, c'est le dessin d'un artiste. Il y a des tableaux de forêt, des tableaux de mer qui va à la mer de la vague de Hokusai.
des tableaux de coraux. Enfin, c'est vraiment un dessin fantastique. Mais l'histoire est quand même un peu compliquée à suivre. Alors, ça m'amuse parce que tous les critiques disent que le film est magnifique. Je me demande combien de critiques ont vu le film et pourquoi eux ont compris et moi pas. Parce que c'est quand même assez compliqué. Voilà. J'ai vu aussi 2 films religieux, Sacerdoce, qui est donc diffusé par les Productions Sages et que vous allez pouvoir acheter en DVD et qu'il faut voir en famille. C'est une très belle série de portraits, 4 ou 5 prêtres qui sont des prêtres dits de terrain, tellement de terrain qu'ils sillonnent les routes à bicyclette ou en caravane, et qui vont au-devant des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, et qui témoignent de leur vie quotidienne, de leur foi, de leur travail, de leurs devoirs, sans rien cacher des difficultés, des obstacles. Et c'est un film très dynamique et par les temps qui courent, où on raconte n'importe quoi sur ce rôle, cette mission du prêtre. Et c'est bon de le voir, et c'est bon d'y aller avec des jeunes, et on en ressort regaillardi. Toutes les salles qui donnent ce film sont pleines à craquer. Et puis, je suis allée voir aussi l'abbé Pierre. Alors, l'abbé Pierre, vous vous souvenez que c'est ce prêtre qui a secoué les parlementaires en 57, je crois, un hiver où il faisait extrêmement froid, en leur disant il y a des gens qui meurent dans la rue, qui dorment dehors, et ce n'est pas possible. Alors, on pense évidemment à notre époque aujourd'hui, où j'ai l'impression qu'il y a encore plus de gens qui dorment et qui meurent dans la rue. Ça, c'est déjà le premier constat. Comme a dit le Christ, des pauvres, vous en aurez toujours. Mais cet homme a vu que la justice ne suffisait pas et qu'il fallait la charité en plus. Donc, il va créer ces centres Emmaüs. Et on voit sa biographie, il est remarquablement bien joué. Je ne peux plus vous donner le nom de l'acteur, mais l'acteur fait passer sa mission divine. Et on le voit, les premières images, il est dans un monastère, sa santé est trop mauvaise, et il est renvoyé dans le monde par le père abbé qui lui dit « Vous serez plus utile dehors ». Donc il va être dans la résistance, et ensuite il commence son action très vigoureusement, et j'avoue qu'on est entraîné par cette action, et on aime ce prêtre qui est si conscient du devoir de charité et qui essaye de faire passer ce devoir aux politiques. Alors, il y a un moment désagréable, je crois qu'il était quand même sacrément à gauche, bien que élevé dans une famille bourgeoise lyonnaise, qui ne devait pas être à gauche, et dont le père emmenait les enfants chaque semaine nourrir les pauvres, probablement dans un dispensaire. Donc on se dit, les bourgeois paternalistes du temps n'étaient pas si mauvais que ça, finalement. Mais il y a un moment politique désagréable, il y a un journaliste qui interroge l'abbé Pierre et qui veut lui faire parler, lui dire « Vous n'aimez pas Le Pen ?» Et alors l'abbé Pierre répond « Oui, je lui ai dit 3 fois « ta gueule, ta gueule, ta gueule ». Là, c'est un moment, on dirait un moment de faiblesse du personnage, parce que le Front National a fait beaucoup de choses pour les pauvres de notre pays, et je rappellerai l'action du pasteur Blanchard qui faisait des
les maraudes et qui était très attendu dans les rues de Paris. Donc, c'était un moment inintéressant. Il faut toujours qu'il y en ait un, mais celui-là, ça l'était. Par contre, on ne parle pas des amitiés de l'abbé avec Roger Garaudy, le grand négationniste. Voilà, on cache toujours des choses et on met en avant des choses qui n'ont pas d'intérêt. Et je ne suis pas allée voir Napoléon, parce que j'avoue que, vous le savez, je n'ai pas une tendresse particulière pour Napoléon, mais la critique a été tellement mauvaise contre lui, ce film, que j'ai jusqu'à présent refusé. Et alors, un seul critique sur le site La Ravinière m'a étonnée et va peut-être me faire changer d'avis. Il dit que ce film montre quand même bien tous les ravages révolutionnaires, les meurtres de la Révolution. Et je pense donc qu'à ce titre, le film peut être sauvé. Mais sinon, les amours de Joséphine et Napoléon sont tout de même un peu lourdes, présentées très lourdement, et donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. De même que le film sur Madame du Barry. J'ai récemment parlé avec Emmanuel de Varesquiel, qui a fait un très beau livre sur Madame du Barry, et il m'a dit en riant, j'ai mis beaucoup de temps à aller voir le film, mais vous comprenez, voir Madame du Barry embrasser à pleine bouche Louis XV en plein Conseil des ministres, non, vraiment, ce n'est pas possible. Ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, en dehors du fait que faire jouer Madame du Barry par une femme 20 ans plus âgée que Madame du Barry et qui n'est pas du même pays et qui n'avait pas le teint de porcelaine de Madame du Barry, c'est tout de même un peu dommage. Voilà pour cette petite chronique et à très bientôt, chers amis de TV Liberté.